Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Caraïbes. Ce soir, nous prenons la direction de Sainte-Lucie. Nous reviendrons sur l'accueil exceptionnel qu'a reçu Julian Alfred, la première championne olympique du pays. Nous en parlerons avec notre invité. Il s'agit de Rick Wayne, le fondateur du journal saint-lucien The Star. En deuxième partie d'émission, nous irons dans le sud de Sainte-Lucie, à Vieux-Fort, une ville endeuillée il y a plus d'1 an après des règlements de compte entre gangs rivaux. A tout de suite. Imaginez une nation unie, imaginez 4 jours de fête pour célébrer une double médaillée olympique, la première du pays. C'est ce qu'a vécu Sainte-Lucie le mois dernier en recevant Julian Alfred. En remportant l'or aux 100 mètres et l'argent aux 200 mètres lors des Jeux Olympiques de Paris, la nouvelle reine du sprint a propulsé son île natale sous les projecteurs du monde entier. Et ses exploits ont redonné fierté et espoir à la jeunesse en quête de modèles. Revivons l'événement avec les Sainte-Luciens qui la surnomment affectueusement Juju, avec ses images signées Stéphane Petitfrère. Foule en liesse à Castries. Ses habitants peinent à cacher leur impatience. Depuis des heures, ils guettent l'arrivée d'une invitée de marque. J'attends Julian Alfred. Que représente-t-elle pour toi? C'est la superstar. Elle restera toujours au sommet. Elle vient d'une des plus petites îles et elle monte jusqu'au sommet. Quand la double médaillée olympique apparaît enfin, les forces de l'ordre tentent de contenir des milliers de fans venus en famille célébrer la nouvelle icône du pays. Juju, c'est notre championne. Elle a travaillé dur et mérite tout ce qu'elle reçoit aujourd'hui. Nous, les Sainte-Luciens, nous sommes fiers et nous l'aimons. Nous l'honorons. Sois béni, Juju. Je t'aime. Chaque ville est en fête. Je n'arrive pas à y croire. C'est la première fois que vous voyez ça? Oui, la première fois. La caravane Julian Alfred enflamme la capitale Castries, temps fort d'une longue procession que la double médaillée olympique a entamée plus de 6 heures plus tôt. À la radio, ce 24 septembre, de nombreuses publicités battent le rappel. Julian Alfred revient au pays natal. Plus d'1 mois s'est écoulé depuis sa victoire en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques. Rendez-vous est donné à l'aéroport international de Vieux-Fort, la deuxième ville de Sainte-Lucie, au sud de l'île. Nous sommes venus de New York. Nous avons pris 9 jours de congé sans solde pour être ici. Je suis tellement fière. C'est un moment historique. Je ne pense pas que cela se reproduira une deuxième fois. Je suis excitée, ravie, fière. Je ne sais pas comment le décrire, mais je devais être ici. Pratiquement toute la famille a aussi fait le déplacement et ne l'apercevra qu'en court instant. La première, nous comptons pour supporter. Moi, pendant que ses proches et ses fans patientent, les Sainte-Luciens peuvent suivre en direct sur leurs écrans le parcours de la sprinteuse dès sa sortie d'avion. Autour du Premier ministre Philippe J-Pierre, 3 membres du gouvernement, un accueil digne de celui réservé à un chef d'État, avant le début de main foule, sous l'œil des caméras. Cuthbert Modeste, son tout premier entraîneur, est le premier à la saluer. Celui qui avait prédit sa destinée devance tous ceux qui espèrent la toucher, la photographier. Le début de marathon d'accolades et d'autographes.
De Vieux-Fort à Grosilay, le cortège donne le coup d'envoi de célébration en l'honneur de celle qui fait la fierté de Sainte-Lucie, la détentrice des 2 premières médailles olympiques du pays. 3 août 2024, Julien Alfred s'avance sur la piste du Stade de France. Le départ de la finale du 100 mètres est proche. Au couloir 6, la Sainte-Lucienne s'apprête à déjouer certains pronostics qui donnaient la victoire à la championne du monde en titre, l'États-Unienne Sha'Carri Richardson. Alfred got a brilliant start in the semi-final and she's away well again. She's up on Richardson at the moment. Julian Alfred, the history maker, the gold medalist in the pouring rain. It's all sunshine for the St. Lucian star. Avec l'or sur 100 mètres et un nouveau record national, Sainte-Lucie change de dimension sur la planète sport. Sainte-Lucie n'était pas préparée à ce que nous recevons de Julian Alfred. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous savions que Julian Alfred aurait obtenu une médaille, nous le savions. Mais décrocher l'or et la façon dont elle l'a fait en dominant la course, c'était absolument magnifique. Depuis Atlanta en 1996, Sainte-Lucie et ses 180 000 habitants comptent systématiquement entre 2 et 6 athlètes aux Jeux. Avec l'argent que Julian Alfred va décrocher sur 200 mètres, c'est l'apothéose. The silence broken with the gun as they explode out of the blocks and off they go. Julian Alfred, big on the curve. Gabby Thomas is going to have to chase her down. Thomas will come to the final 100 ahead. Juju Alfred, does she have the closing speed? Dina Asher-Smith fades. It's going to be Gabby Thomas. Gabby Thomas, 200-meter champion at the Olympics in Paris, 21:82. Into a bit of a fan in Julian Alfred. Ça change maintenant pour Sainte-Lucie. Nous sommes maintenant sur la carte avec d'autres pays qui ont des champions olympiques au même niveau, par exemple la Jamaïque. Les gens veulent savoir ce qui se passe à Sainte-Lucie. Des gens veulent voyager, voir où Julian a grandi, où elle a étudié, où elle s'est entraînée. Et c'est un investissement pour Sainte-Lucie. Pour mesurer l'attachement que suscite Julian Alfred, un coup d'œil sur les routes du pays suffit. Son visage s'affiche partout, nouveau symbole de jeune État indépendant depuis 45 ans. Julian Alfred est née à Cicéron, au sud de Castries, il y a 23 ans. Elle grandit au sein de la maison familiale avec ses 3 frères et sœurs, sous le regard bienveillant des riverains. Very gentil. Un chay, gentil, un chay. Ah ouais, moi pas quoi maman là, oui, moi pas connaître les pièces côté qui pas bon. Pièces à dans c'est à dans un. Elle était très active, s'entraînait toujours, montait et descendait les marches. Là au fond, elle était très active. Donc je savais qu'elle ferait du bien. Avant de devenir la nouvelle star de l'athlétisme mondial, c'est sur les bancs de cette école que Julian Alfred marque les esprits. Une de ses anciennes professeurs se souvient d'une élève modèle. Je me souviens qu'en 6e, il y a eu un incident lorsque nous avons eu cet examen externe. Elle devait passer un examen, elle n'est pas arrivée en premier et elle a pleuré. À l'examen suivant, elle a tout fait pour arriver la première. Elle a toujours été une étudiante compétitive et voulait exceller dans tout ce qu'elle faisait. Lors d'un cours d'éducation physique, un enseignant, aujourd'hui décédé, repère le don de l'élève pour l'athlétisme. Nous avons remarqué qu'elle surpassait les garçons de l'école. Le professeur d'éducation physique a dû trouver des adversaires masculins du quartier à sa mesure pour s'entraîner plus dur. Tout cela pour vous montrer à quel point elle distançait ses camarades. Ce professeur d'éducation physique recommande à la mère de Julian Alfred de la confier à Cuthbert Modeste, le coach des Survivors, un club de Castries. Elle a 10 ans quand elle vient s'entraîner dans ce stade. Elle a tout d'une athlète. Discipline, coordination, et elle se concentre toujours sur ce qu'elle fait. Elle ne parle pas. Pas de discussion. Si elle s'entraîne pour vous, elle s'entraîne. Et si vous lui montrez quelque chose aujourd'hui et si je ne suis pas là, elle sait quoi faire.
Quand le père de Julian Alfred décède 2 ans plus tard, la jeune fille arrête l'athlétisme pendant quelques mois. C'est compter sans la détermination de son entraîneur. Avec son franc-parler, il trouve les mots pour la motiver. Plus jeune, je lui disais, quand les choses deviennent difficiles et qu'elles continuent, et que tu veux arrêter, continue. Ne t'arrête pas. Tu sais pourquoi? Arrêter n'est pas une option. Ne lâche rien. Je lui parlais comme ça. Et le travail paie. Pour preuve, les nombreux trophées remportés par Julian Alfred, précieusement conservés au ministère des Sports. Après les Jeux Olympiques de la jeunesse ou les Jeux du Commonwealth, l'athlète offre ses récompenses à celui qui l'a formé. C'est une élève qui aime donner, vous savez. Imaginez, un jour, dans une course de relais 4 fois 100 pour son école, elle a gagné et a fait tomber le témoin, ce qui a disqualifié l'équipe. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est entrée chez elle, a pris 3 médailles d'or et a donné à chacun des membres du relais une médaille parce qu'elle a dit que c'était de sa faute. Elle leur a donc rendu une médaille. Depuis, je sais que c'est une très gentille fille. Son humilité, sa générosité, des valeurs mises en avant par le gouvernement. Les autorités ont commandé cette fresque peinte à l'école de Cicéron, une initiative lancée pour faire de Julian Alfred un exemple pour la jeunesse. L'événement est retransmis en direct et diffusé notamment à la Dominique. C'est une étape importante pour les Caraïbes. Il est très important que nous nous unissions en tant que nation caribéenne pour rassembler les pays. La Dominique a aussi remporté l'or comme Sainte-Lucie. Donc nous sommes contents de partager ce moment avec Sainte-Lucie. Sur le plan personnel, les enfants et les athlètes en général commenceront à avoir plus confiance en eux, en voyant que Julian, qui venait d'un milieu très modeste, qui venait d'un quartier dans la moyenne pour ainsi dire, où les infrastructures n'étaient pas toujours les meilleures, mais cela n'a pas découragé sa motivation, ses rêves et son désir de devenir une athlète de classe mondiale. Et elle y est parvenue. Alors si elle peut aller jusqu'au bout et devenir une superstar mondiale, je pense que les opportunités sont aussi là pour tous les jeunes de Sainte-Lucie qui veulent rêver grand, qui veulent aspirer à de grandes choses, que ce soit dans le domaine du sport ou dans un autre domaine. Julian Alfred inspire aussi les artistes qui écrivent la bande-son de ses exploits. Tell Paris to come in, juju, we big can come in, juju, juju. Jamaican, the Yankees, they always hot. Everybody fancies, they'll hit the spot. But this year it's different, cause Lucia in the race. Juju come and firing up the place. Aux yeux des enseignants, l'athlète est devenu un modèle, un rôle que l'enfant de Cicéron assume pleinement. Avec tous les regards tournés vers Sainte-Lucie, Julian Alfred rêve d'avoir un impact sur la jeunesse de son pays. C'est ce que la jeune athlète répète à chacune de ses rencontres avec les scolaires, comme ici à Soufrière. Mon message en tant qu'adulte et ce que j'essaye de laisser, ce que je veux vous inculquer à tous aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner vos rêves. Cela a été un défi pour moi d'arriver jusque-là. Je ne suis pas arrivée là, devenir championne olympique comme par magie. Cela a demandé beaucoup de travail et de dévouement, mais je n'ai jamais abandonné mes rêves. Pour suivre ses rêves, un message martelé par celle qui multiplie désormais les entretiens face à la presse internationale. Elle rappelle les obstacles qu'elle a dû affronter, dont la mort de son père, son premier fan, qui n'a vu ni ses médailles olympiques, ni l'or remporté sur 60 mètres lors des mondiaux en salle, 5 mois plus tôt. Il se vantait beaucoup du fait que je serais un jour au JO. Il n'a pas parlé spécifiquement de médaille d'or, mais il était tellement vantard. Il m'y voyait représentant Sainte-Lucie. Il n'était pas là pour me voir remporter cette médaille d'or. Cela me fait vraiment mal, désolé. Je voulais vraiment lui rendre hommage de cette manière. Julian Alfred a lancé sa fondation en avril
pour répondre aux besoins pressants en fournitures scolaires et en équipements sportifs des jeunes Saint-Luciens. De quoi éviter aux talents d'aujourd'hui l'humiliation que l'athlète, désormais professionnel, a parfois ressentie sur les pistes à l'international. Un jour, je n'avais pas de tenue appropriée pour la piste. Je n'avais pas d'uniforme national pour pouvoir aller là-bas et montrer au monde que je représentais Sainte-Lucie. C'était au championnat du monde à Eugene en 2022. Je devais porter une tenue dépareillée. Personne ne savait quel pays je représentais. Je veux vraiment empêcher la jeunesse de connaître cette humiliation. Ça me fait vraiment mal d'avoir dû passer par là. Mais je pense que j'ai vécu ça pour une raison, parce que maintenant nous avons Puma comme sponsor du comité olympique de Sainte-Lucie. Donc je ne pense pas que la jeunesse aura à vivre cela. À terme, l'athlète imagine un autre destin pour les sportifs prometteurs de son pays, celui qui permettrait à ceux qui le souhaitent de rester sur l'île au lieu de partir en Jamaïque ou aux États-Unis. Sauf qu'il est peu probable que ce rêve se réalise à court terme, car l'unique stade homologué jusque-là, celui de Vieux-Fort, a été transformé en hôpital après un important incendie en 2009. Ce projet hospitalier était censé durer de 2 à 3 ans. Je pense que nous sommes déjà arrivés à 10 ou 15 ans. Donc maintenant, quand les athlètes viennent s'entraîner, ils sont en compétition avec le personnel de l'hôpital. Parce que vous ne pouvez pas faire de bruit. Vous devez respecter le repos des malades. On n'a donc jamais eu la main sur le stade comme on voulait, pour faire ce qu'on voulait, utiliser toutes les installations. Donc nous n'avons pas, pour le moment, de piste certifiée par la Fédération internationale. Sans piste homologuée à ce jour, c'est le système D pour les espoirs de l'athlétisme local. L'un d'eux, Kadim Larcher, s'entraîne à Castries au sein des Survivors, le club formateur de Julian Alfred, avec les moyens du bord. Au programme ce jour-là, une séance de fractionnés sur la voie publique. Les gens sont plus susceptibles de venir ici. Ils ne peuvent pas tout le temps aller à Vieux-Fort, c'est loin. Il est plus raisonnable de venir ici. Vous obtiendrez le même effet sur les pentes ou sur la plage. À peine le temps de récupérer, direction la plage qui longe l'aéroport de Castries. Le coach absent ce jour-là a laissé des consignes à ses athlètes. Au programme, des exercices d'endurance, des ateliers scrupuleusement suivis par le groupe sous les yeux du père du jeune sprinter. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, car cela montre un niveau d'engagement, cela montre un niveau de sérieux dans ce qu'ils cherchent à faire. Très impliqué dans le parcours de Kadim, Gaël Archer suit pas à pas sa progression. Depuis ses débuts, tous ses résultats sur 100 mètres sont consignés. À 19 ans, son fils court la distance reine en moins de 10 secondes 50 centièmes, des records personnels que la Fédération internationale ne reconnaît pas pour l'instant. C'est un désavantage pour les athlètes, car s'ils réalisent un record personnel ou un record national sur une piste à Sainte-Lucie, la Fédération internationale d'athlétisme ne ratifierait jamais ces chronos. World Athletics a 10 secondes 66, un chrono réalisé à Grenade ou en Martinique, mais il a couru le 100 mètres en 10 secondes 58, en 10 secondes 52, en 10 secondes 47, qui est son record personnel reconnu localement, mais pas au niveau international. Après ses premiers mondiaux juniors au Pérou cette année, le jeune homme veut quitter l'île, seule option pour continuer sa progression. Je sais que de bonnes choses en découleront. C'est toujours bon de s'impliquer dans des choses où on n'est pas à l'aise, ou quelque chose de nouveau. C'est là que vous constatez une amélioration et une progression. Je sais que ça va venir, donc je n'ai pas peur pour autant. Je l'accepte et vais faire ce que je dois faire. Nous lui disons toujours que s'il reste ici, il ne fera pas ce qu'il doit accomplir. Il doit déménager. Je leur dis toujours que nous faisons des plans, mais que Dieu dirige les plans. Alors je laisse tout entre les mains de Dieu et puis Dieu dirige tout. Attentifs au retour de Julian Alfred, les proches de Kadim espèrent une nouvelle donne pour le sport et l'économie locale.
Au moins, j'espère que cela attirera des investissements. Et dans le domaine du sport auquel Kadim participe, j'aimerais penser que cela encouragerait un plus grand investissement pour s'assurer que les athlètes locaux ont accès aux installations pour les amener au niveau supérieur, sur les traces de Julian Alfred. Avant de mettre en avant les investissements dans le sport, le gouvernement de Sainte-Lucie mise ostensiblement sur le tourisme. Comme vous le savez, Sainte-Lucie est une terre de beauté. Nous avons les pitons, nous avons les forêts, les sources chaudes et maintenant nous avons une championne olympique. Nous espérons donc qu'elle permettra aux gens d'en savoir plus sur Sainte-Lucie, de visiter Sainte-Lucie pour profiter de notre beauté et rencontrer notre peuple. L'athlète a accepté de devenir la nouvelle ambassadrice du tourisme, un secteur important de l'économie de Sainte-Lucie, durement frappé par la pandémie de Covid-19, un secteur qui reprend des couleurs. Je ne sais pas ce qui compte le plus pour moi, gagner l'or olympique ou simplement être ambassadrice de Sainte-Lucie. Maintenant, en tant qu'ambassadrice d'un si beau pays et de gens aussi adorables, je me sens tellement honorée. Cela me fait chaud au cœur et je me sens bénie de pouvoir représenter cette nation de personnes adorables. La campagne sera lancée en novembre. Elle sera visible dans la campagne marketing, en ligne, avec des apparitions, des partenariats sur ses vêtements. Nous allons faire beaucoup de choses avec ce partenariat et je vous l'assure, elle a hâte de prendre les devants pour promouvoir Sainte-Lucie. Avec les images de Julian Alfred largement diffusées sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu se réjouissent déjà de l'amélioration de la visibilité de l'île à l'étranger. Nous avons constaté que ça vient de partout dans le monde, non seulement de la diaspora, mais de partout. Les gens réagissent majoritairement des États-Unis, mais aussi d'Afrique du Sud, d'Australie. Les gens sont connectés via les réseaux sociaux en ce moment même. Le gouvernement entend transformer cette nouvelle donne en opportunité et en faire un accélérateur d'investissement dans le sport à Sainte-Lucie. Julian a vraiment réussi à attirer beaucoup de gens du monde des affaires sur nos côtes au cours des derniers mois. De nombreux hommes d'affaires locaux sont prêts à s'engager beaucoup plus dans nos compétitions et dans nos équipements sportifs. Nos relations diplomatiques actuelles ont aidé dans certains cas. Le gouvernement taïwanais a fait don de $200 000 américains en équipements sportifs pour renforcer nos athlètes. Toutes ces choses vont de pair pour créer des stars mondiales. Pour les investissements d'ampleur, Sainte-Lucie compte sur l'aide au développement accordée par des États partenaires. Castries vient de signer des contrats avec l'Arabie Saoudite. À la clé, un prêt de 70 millions d'euros pour la reconstruction de l'hôpital de Vieux-Fort, étape indispensable avant la rénovation du stade de la ville. Dans nos petits pays, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Nous sommes en pleine saison des ouragans. Avec le changement climatique, nous avons vu des choses très étranges. Le gouvernement est très prudent dans ses prévisions. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il envisage de déménager l'hôpital sur son site définitif au début de l'année prochaine. Ultime temps fort de la visite de Julian Alfred, un concert géant en son honneur. Des milliers de Saint-Luciens répondaient à l'appel du gouvernement qui avait décrété le 27 septembre, jour férié. À cette occasion, plusieurs entreprises locales ont contribué à l'action de sa fondation. En une soirée, elles ont offert près de 45 000 €, une enveloppe qui s'ajoute aux dons de ses principaux sponsors. Et clou de la soirée, les cadeaux annoncés par le Premier ministre. Outre un timbre à son effigie et une autoroute rebaptisée en son nom, Philippe Gépierre a gardé le meilleur pour la fin. Le gouvernement lui donnera un terrain d'environ 1000 mètres carrés. Elle recevra surtout du peuple de Sainte-Lucie $1 million.
Les cadeaux sont très appropriés. Et si je pouvais faire encore, j'en ajouterais encore et encore. Parce que Juju n'est pas seulement une ambassadrice pour nous. Elle est notre fille. Et nous aimons Juju de tout notre cœur. Tout le monde à Sainte-Lucie adore cette fille. Elle est pleine d'amour et d'humilité. Elle mérite tout ce qu'elle a obtenu là. Elle mérite tout. Élevée ce jour-là au rang d'icône aux côtés de Darren Sammy, légende vivante du cricket à Sainte-Lucie, Julian Alfred a fait taire le temps d'une soirée les divisions. Une parenthèse enchantée au pays de Derek Walcott et Sir Arthur Lewis, les 2 prix Nobel du pays. Avec nous de Sainte-Lucie, notre invité, il s'agit de Rick Wayne, le fondateur du journal The Star. Bonsoir. Hi. Rick Wayne, vous avez publié un éditorial en août intitulé « Les jeunes de Sainte-Lucie vont-ils bénéficier de l'or de Julian Alfred ?» Je vous retourne la question, que peuvent-ils attendre de cette visite ? Je ne sais pas si on attend quelque chose d'elle, à part de remporter d'autres médailles. Je pense que c'est plus la question, c'est davantage l'impact que sa visite va avoir sur les jeunes de ce pays. Et quel impact peut-on attendre ? Je ne sais pas quel va être l'impact. Mais il y a des personnes qui pensent qu'elle va inspirer les jeunes pour s'éloigner du crime, de la criminalité, pour rester éloigné de la criminalité, devenir de meilleurs citoyens et devenir meilleurs, donc avoir cette inspiration de sa part. Donc je pense que c'est ce qui est attendu. Est-ce que Julian Alfred peut servir de modèle à une partie de la jeunesse happée par la criminalité ou la culture des gangs ? Oui, je suppose. Elle sera un modèle partout où elle ira. C'est une jeune femme très humble. C'est une personne très attrayante, qui a beaucoup de personnalité. Et bien sûr, l'or, cette médaille d'or, sera un impact sur les jeunes. La question, c'est est-ce qu'elle peut changer la direction vers laquelle les jeunes de Sainte-Lucie s'orientent, parce que c'est ce dont les politiciens parlent beaucoup. Est-ce qu'elle va être un modèle? Et si vous faites ce qu'elle fait, vous allez finir comme elle, etc. Mais je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est peut-être une attente trop importante, parce que Julian Alfred, c'est vraiment une athlète superstar. Qu'est-ce qui explique l'attachement des Sainte-Luciens vis-à-vis de Julian Alfred? Eh bien, le problème avec les jeunes actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de véritables héros à Sainte-Lucie, parce que personne n'a fait de grandes choses pour créer des héros à Sainte-Lucie. Et tout d'un coup, ils ont une héroïne superstar, et c'est Julian Alfred. Donc, les politiciens en particulier, parce que il faut se rappeler que c'est les politiciens, les hommes politiques qui l'ont amené à Sainte-Lucie, et ils ont de grandes attentes sur Julian Alfred, quelles que soient les attentes des jeunes pour elle. Donc, ce sont les politiciens qui ont fait des discours, qui ont parlé d'elle, et qui disent si les jeunes font ce que Julian Alfred fait, ils deviendront des superstars.
l'art également, mais les jeunes ont besoin d'assistance surtout. Ils ont besoin d'assistance pour les écoles, pour avoir un logement adapté. Ils ont besoin d'être disciplinés de façon à ce qu'ils puissent apprécier ce qu'est réellement Julian Alfred. Pour que Julian Alfred soit utile, le gouvernement doit faire beaucoup pour les jeunes du pays de façon à ce qu'il y ait d'autres étoiles comme elle, mais elle peut inspirer les jeunes. Mais pour que cela soit vraiment utile, il faut qu'il y ait un meilleur entraînement à un plus jeune âge, de meilleurs logements, de meilleures conditions de vie, une meilleure nutrition pour les jeunes. Donc tout ceci doit être mis en place de manière à ce que l'effet de Julian Alfred puisse vraiment fonctionner. Je reviens sur la question de la criminalité. On a dépassé les 60 homicides cette année à Sainte-Lucie. Il y en a eu 75 l'an dernier. D'où vient cette montée des gangs et des crimes violents? Eh bien, personne n'a de réponse à cela. Personne n'a de réponse. Nous avons des forces de police dont personne n'est satisfait. Nous avons des responsables gouvernementaux en qui les personnes n'ont pas beaucoup confiance et qui disent on dit que les facilitateurs du crime sont parmi les responsables du gouvernement, la police, les hommes d'affaires. Donc la population ne fait pas confiance à la police, ne fait pas confiance au gouvernement. Donc quelle que soit l'information qu'ils ont, ils ne vont pas forcément la faire passer à la police parce qu'ils ne savent pas qui est qui dans les forces de police. Donc ils ont peur de faire passer cette information et la police peut les faire passer aux personnes de qui ils parlent, qu'ils dénoncent. Donc il n'y a pas de confiance dans la confidentialité de la police. Merci Rick Owen d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur du journal The Star. Direction maintenant le sud de Sainte-Lucie, loin de la joie suscitée par Julian Alfred. Vieux-Fort a connu une série de règlements de compte entre gangs rivaux qui avaient semé la panique. C'était il y a tout juste 1 an et demi. Aujourd'hui, l'escalade de violence s'est calmée. Les fusillades sur fond de trafic en tout genre sont moins fréquentes, mais les habitants restent sur le qui-vive. Avec eux, nous reviendrons sur les causes de cette rivalité entre gangs qui fait des ravages chez les 15-30 ans. Voici le reportage de Cyriaque Sommier. À l'extrême sud de Sainte-Lucie, au plus proche de l'île de Saint-Vincent, une commune vit au rythme de l'incessant balai des gros porteurs passant par son aéroport international, ancienne base aérienne des États-Unis, installée durant la Seconde Guerre mondiale. Vieux-Fort, ex-poumon économique de l'industrie sucrière, ressemble aujourd'hui à une ville côtière plutôt tranquille, dans laquelle il ferait bon vivre. En réalité, cette communauté d'environ 10 000 âmes est une véritable poudrière, prête à exploser à la moindre étincelle. Le quartier de Bruceville, anciennement appelé Shantytown, est contrôlé par le Seven, le gang numéro 7. Ici, on ne compte plus les victimes des règlements de compte, les corps tombés sous les balles des bandes rivales, laissant derrière eux des proches dévastés. C'est dur. Cela fait plus d'1 an, mais je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Il avait l'habitude de m'aider ici. Acheter les rafraîchissements, mettre les tables dehors, encaisser. La plupart de ses amis venaient aussi nous donner une force. C'était un garçon de la communauté. Il manque à tout le monde. C'était mon fils unique. Caroline ne peut plus compter sur Karim, son garçon de 20 ans, pour l'aider à faire tourner son petit commerce informel. Aujourd'hui, elle se retrouve totalement seule, ou presque.
Cornelia Jacob est passée lui rendre visite, comme elle le fait régulièrement pour tous les proches des victimes de la guerre des gangs de Vieux-Fort. Si nous veillons sur nous, si nous prenons soin les uns des autres, nous pourrons peut-être parvenir à endiguer ce problème de violence. Parce que si l'on regarde bien ce qui se passe, il y a aussi des enfants qui perdent leurs parents et qui vont nourrir de la haine en grandissant. Ils vont se dire qu'ils doivent défendre le nom de leur père, de leur mère, ou de défendre leur nom de famille. Et on ne veut pas ça. Nous ne voulons pas de crimes perpétuels. Cette grande amatrice de Calypso, membre du Parti travailliste au pouvoir, s'est donnée pour mission de recréer du lien dans cette communauté déchirée. Elle fait office de médiatrice, de conseillère d'éducation, parfois même d'assistante sociale. Donc va à Castries, prends ton temps, réfléchis-y. Tu dois faire de l'argent pour tes enfants. Elle estime indispensable de redorer le blason de la ville qu'il a vu naître, de la débarrasser de sa mauvaise réputation. On est stigmatisé pour cela. Certaines personnes le disent en plaisantant, mais d'autres sont très sérieuses et affirment qu'elles ne viendront pas à Vieux-Fort, qu'elles ne veulent pas d'un homme de Vieux-Fort, ou elles ne veulent pas d'une femme de Vieux-Fort, en raison de ce qui s'est passé ici l'an dernier. La frénésie meurtrière a lieu en mars 2023. Vieux-Fort prend des allures de cité fantôme alors que 7 personnes viennent d'être abattues en l'espace de 3 jours. Au-delà du nombre de victimes, ce qui choque est que pour la première fois, des innocents, a priori totalement étrangers aux gangs, sont assassinés. Une grand-mère et son petit-fils de 2 ans sont retrouvés criblés de balles en plein centre-ville, dans la zone des Mangles, sous la coupe du Six. Comme le Seven, le gang 6 est originaire de Trinidad et Tobago, où la violence de ces bandes armées rivales fait très régulièrement la une de l'actualité. Dans le sud de Sainte-Lucie, les événements distillent la peur au sein même des familles, comme en témoigne à l'époque une voisine de victime à une équipe de la chaîne locale d'IBS. Aujourd'hui, je suis rentrée à la maison juste pour faire quelque chose et je repars. Ce n'est pas sûr. On ne sait pas qui sera la prochaine victime. En tant que parent, vous ne savez pas si votre enfant a signé une sentence de mort pour vous, pour toute votre famille, juste parce qu'il fait partie d'un gang. Tout ça, c'est gang 6. Tout ici, là, c'est gang 6. Et gang 7 qui a trouvé quoi ici, là, c'est ici, à la Chantitong. Tout ça qui a fait Chantitong. Ça veut dire que c'est en Larry qui a séparé gang ici, 6 là, là, tout toi ici, là, qui a séparé bagaille, là. Les gars, ils se cagoulent, ils ont le menton, ils sont habillés en noir, ils se mettent dans un coin, ils attendent les gens qui passent. S'ils ne te veulent pas, ils te laissent passer. S'ils te veulent, c'est comme ça, les deux fonctionnent comme ça. Ici, personne n'oserait livrer des détails sur les gangs à visage découvert. Ce serait risqué d'être le prochain sur la liste. Et si le contrôle du trafic de drogue a toujours été un enjeu dans cette ville idéalement située pour les cartels, ce n'est pas forcément ce qui a déclenché le bain de sang. Ça n'est 4 familles qui ont gommé en lagueur imbécile. Et puis les femmes qui viennent là, ils ont mis plus de problèmes toujours. Et c'est ça mon gars, c'est ça. Hein? Et puis, ils ont dit c'est drogue, mais ce n'est pas drogue, c'est une question de prestige. Ego et pouvoir seraient donc au cœur de la discorde. À tel point que certains camarades d'école sont devenus au fil du temps de véritables ennemis jurés, prêts à s'entretuer à la moindre occasion. Dans la communauté scolaire, l'incompréhension est totale. Il ne s'agit que de quelques très jeunes personnes. J'ai moi-même enseigné à quelques-uns de ces jeunes. Et où sont-ils maintenant? Ils ne sont plus là. Certains reposent 6 pieds sous terre. D'autres sont en prison. Et leurs parents se retrouvent là, à pleurer. Retraitée depuis peu, Rosemary n'aurait jamais pensé vivre le chaos de 2023 lorsque sortir de chez soi signifiait risquer sa vie.
Lorsque vous sortiez, vous regardiez constamment derrière vous pour essayer de comprendre d'où la prochaine balle allait venir. Donc les gens n'étaient pas vraiment libres. C'était comme une ville fantôme. Vers 16 heures, quand les gens avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire, en ville, ils se dépêchaient de partir. Depuis, la tension est retombée et la vie a repris ses droits à Vieux-Fort. Mais chacun sait que ce calme est aussi fragile que précaire. Dans l'école primaire située à proximité immédiate de Bruceville, les efforts sont constants pour maintenir les jeunes à l'écart des gangs. Et la cérémonie de remise des diplômes de fin de cycle constitue toujours une bonne occasion pour les encourager. Rappelez-vous de toujours faire de votre mieux. Rendez votre école fière. Rendez vos parents fiers. Rendez votre communauté de Vieux-Fort fière. Rendez Sainte-Lucie fière. À quelques centaines de mètres de l'école, une autre maman endeuillée vient se recueillir dans l'église baptiste qu'elle fréquente très assidûment. Son fils fait partie des nombreuses victimes de mars 2023, tué de plusieurs balles tirées à bout portant. Dylan avait 28 ans. Est-ce que les autorités sont venues vous voir? Je ne sais pas, mais personne ne m'a passé un coup de fil. Je n'ai rencontré personne face à face. Je ne sais pas s'ils sont venus alors que j'étais absente, mais un appel pour me présenter des condoléances de la part du gouvernement ou autre, non. Vous auriez aimé que cela se produise? Oui. Mais ce n'est jamais arrivé. Non, jamais. L'assassinat de Dylan a eu lieu en pleine matinée, à proximité du port de pêche et du marché aux poissons, habituellement très fréquenté. Mais comme souvent ici, la police n'a trouvé aucun témoin du drame. Les Vieux-Fortiens ne parlent pas, bien qu'ils comptent presque tous une ou plusieurs victimes des gangs dans leur entourage. J'ai 2 proches qui sont morts. C'était qui? Mes cousins germains. Ils faisaient partie d'un gang? Non. Quand ils ne trouvent pas celui qu'ils cherchent, ils prennent le père, la mère, le cousin ou n'importe qui. C'était terrible. Oui, il faut le dire. Et tous les membres de la famille devaient être très inquiets, j'imagine. Oui, j'ai dû partir de chez moi pendant 1 semaine, car on ne savait pas d'où allait surgir la menace. Vous devez vous protéger et protéger votre famille. Dans cette communauté vivant principalement du produit de la pêche, les langues ne se délient donc pas facilement. L'ancien footballeur international Titus Elva est longtemps resté une référence ici. Aujourd'hui, sa voix ne porte plus autant et il a lui-même du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des jeunes de Vieux-Fort. Cela ne sert à rien de supplier des enfants de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça ne dépend que d'eux s'ils veulent se contrôler. Vous pouvez les guider jusqu'à un certain âge, mais peu importe qu'ils soient dans une bonne famille, avec un bon entourage, car c'est leur communauté qui les façonne, leur environnement, leur quartier. Sur le port, certains tentent quand même de dédramatiser quelque peu la situation. Il s'agit pour eux de ne pas stigmatiser cette ville qui, plus que jamais, peine à se débarrasser de son encombrante réputation. Adam a dit, oh, on va aller Vieux-Fort là, ni quim. Nous dit, on pas vle venir Vieux-Fort, puis c'est ni quim, et on va suivre et là ni quim. So qui différence? Tout partout ni. Celle ça on y pour faire, parler avec ces jeunes là, j'aime mon parler avec eux, aider eux, comprendre, puis si on différentes communautés, et pour aider chez eux, bon bail, plus meilleur bail pour eux faire. La spiritualité serait-elle effectivement l'une des clés pour sortir définitivement de cette spirale de violence? C'est ce que pense Anthony Bellas, dit Brother B, sonneur de cloche et membre dévoué de l'église catholique de la commune. Il a vu sa ville se transformer au fil des décennies.
Vieux-Fort était un endroit tranquille et paisible, où tout le monde se rendait visite et où personne ne verrouillait sa porte. Mais maintenant, c'est différent. Vous ne pouvez pas laisser votre maison sans surveillance, parce que des personnes vont chercher à s'y introduire et à vous faire du mal. Donc ce Vieux-Fort est totalement différent de celui que j'ai connu en grandissant. Il y a bien longtemps que Brotherby ne rêve plus de voir revenir les jeunes à la messe. Pour lui, l'Église doit aller à leur rencontre et leur transmettre la foi qui les aidera peut-être à sortir de ce cercle vicieux. Emmenez-les à l'église. Donnez-leur cette spiritualité, car je suis très spirituel. Ne les laissez pas fumer, prendre de l'herbe, avoir un pistolet. Élevez-les vers cette norme spirituelle, et à partir de là, on peut avancer. Les habitants de Vieux-Fort aspirent au calme et veulent simplement vivre en sécurité. Alors face à la montée de la délinquance et à la prolifération des armes, la justice s'adapte, sans toutefois mettre tous les jeunes de la ville sous les verrous. Chaque semaine, un agent de probation rend visite au maire afin d'organiser le travail des résidents condamnés à effectuer des travaux d'intérêt général après un premier délit. Une alternative à la case prison qui attend généralement les membres des gangs. Ces derniers mois, de nombreuses armes à feu ont été saisies. Le travail de la police paie puisque plusieurs affaires ont pu être résolues. Depuis, tout est redevenu calme. D'ailleurs, les derniers coups de feu tirés à Vieux-Fort n'avaient rien à voir avec la violence. Apparemment, c'était un membre de gang qui tirait en l'air pour fêter son anniversaire. La ville, placée sous le statut de zone de criminalité aggravée, semble en effet jouir d'un calme relatif ces derniers temps. Il faut dire que le gouvernement a réagi sans tarder à cette flambée de violence en augmentant significativement les moyens de la police et en renforçant son pouvoir. Cette criminalité doit cesser. Je ne cherche pas d'excuses. Je vous dis que le gouvernement va utiliser toutes les ressources. Il a été demandé à la police d'utiliser tous les moyens disponibles dans le cadre de la loi. Tous les moyens légaux disponibles pour balayer la criminalité dans ce pays. Une unité d'enquête sur les gangs a ainsi vu le jour. Après les meurtres, 32 officiers caribéens du système de sécurité régional sont venus prêter main forte à leurs collègues saint-luciens. À la clé, des dizaines de perquisitions et d'arrestations et autant d'armes illégales récupérées et neutralisées. Selon un récent rapport de l'ONU sur les gangs dans la Caraïbe, les pistolets et les fusils automatiques proviennent principalement des États-Unis et de l'Amérique latine. Ils entreraient généralement sur l'île par des ports légaux, profitant du manque de moyens des services des douanes. Cette donne est en train de changer avec la création d'une unité cynophile spécialisée dans la recherche de drogue, de billets de banque et d'armes à feu. Un berger malinois à l'odorat infaillible est en poste depuis juillet 2024. Répondant au doux surnom de Tyson, il a été offert aux douaniers saint-luciens par la gendarmerie de Martinique, en présence de l'ambassadeur de France à Castuise. Techniquement, on connaît la valeur de ces chiens. On connaît le rang qu'il aurait attribué d'ailleurs dans les forces de police, et c'est un rang d'officier. Et nous sommes très heureux qu'ils reviennent, car c'est un retour. Il y a déjà eu des patrouilles canines à Sainte-Lucie, mais qui ont subi les vicissitudes des coupures budgétaires et d'autres problèmes par le passé. Donc nous relançons quelque chose. Policiers et gendarmes se félicitent de cette coopération renouvelée entre la Martinique et Sainte-Lucie. Ils attendent maintenant les premières prises de ce chien de détection. Il y va de la sécurité des personnes vivant de part et d'autre du canal qui sépare nos deux îles. Les biens arrivent sur les ports d'entrée et c'est au milieu de ces biens que débarquent les paquets illégaux avec les armes et la drogue. On va donc mettre ce chien renifleur à contribution au niveau des ports d'entrée, mais pas uniquement.
On s'est beaucoup concentré sur Vieux-Fort, mais on doit élargir à toute l'île, car vous le savez, ce n'est pas un très grand pays. Et quelqu'un peut partir de Vieux-Fort et arriver à Castries ou aller ailleurs en quelques minutes. Donc, il faut se concentrer sur toutes les parties de Sainte-Lucie. À partir du moment où il y a des armes à feu et surtout dans les mauvaises mains, donc quelque chose qui est illégal, forcément l'incidence, elle n'est pas des moindres, hein, ça coûte des vies. Et tant qu'on peut limiter cette circulation des armes, eh ben, on sécurise aussi nos vies et nos citoyens. Pour l'instant, Tyson s'acclimate à son nouvel environnement, mais il ne va certainement pas rester inactif dans les mois et dans les années qui viennent. Les points d'entrée possibles pour les marchandises illégales sont nombreux sur le territoire saint-lucien et jusqu'à présent très inégalement surveillés. Sur la côte atlantique, Dennery, une autre commune de pêcheurs, a la réputation d'être un haut lieu de contrebande. Là aussi, les gangs dominent et perdurent grâce à l'argent des trafics. La police y réalise régulièrement des pêches miraculeuses lors d'opérations de contrôle, comme début 2024, avec la saisie de plusieurs pistolets Glock et de véritables armes de guerre, dont un fusil AR-15 avec plus de 170 munitions. Du côté de Vieux-Fort, c'est ironiquement l'entreprise locale de pompes funèbres qui accueille les visiteurs à Bruceville, le fief des principaux drug lords, les barons de la drogue, où s'est déroulée la grande majorité des exécutions punitives de 2023. À tel point que les résidents ont fini par s'habituer au bruit des armes automatiques. Ici, les affaires prospèrent sur un terreau particulièrement fertile, composé de misère endémique, de difficultés d'éducation et de chômage de masse. Un constat dénoncé depuis plusieurs années par le député du district, qui n'est autre que l'ancien Premier ministre, Kenny Anthony. Cet avocat de profession ne manque pas une occasion d'aller au contact direct des membres des gangs pour discuter avec eux et tenter de calmer le jeu. Pas de difficulté. Nous avons parlé. Nous avons dit que ce café n'est pas bon. Nous avons dit oui, pas bon, ça n'est pas de ça a affecté la communauté. Mais ça a été quitter l'autre là. Tout le temps, nous avons tiré ces fusils qui sont la main, ces jeunes, ces gens bien fort. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes là. Et puis, nous pouvons y voir une situation côté, ils ont tout décidé pour bailler finir puis ça c'est une situation nous avons toujours dit pour observer et regarder qui chemin qu'apprend. Pour Kenny Anthony, le retour à une situation normale doit aussi impérativement passer par le rétablissement de la confiance entre les habitants et la police. Pour l'instant, le lien est totalement rompu, ce qui ne facilite pas le travail des enquêteurs. C'est mon Dieu, il ne faut pas une pièce confiance en police. Puis si on peut aller, c'est pour les même qui bail ces gangs-là ou rapport à ce qui est noyau, qui n'est pas noyau. Dans une moindre mesure, cette méfiance des habitants concerne aussi les hommes politiques qui les représentent. David Charles, dit APA, est l'animateur du Ghetto Talk Show sur Facebook. Il a décidé de sauter le pas et de se présenter aux prochaines élections avec l'ambition de restaurer la paix et la confiance. On doit faire en sorte que la communauté se rassemble. On ne peut pas s'appuyer sur le gouvernement. Il nous a montré et nous montre encore qu'il ne s'intéresse pas à nous en tant que communauté. Donc les Vieux-Fortiens doivent s'unir et se battre pour leur ville afin de retrouver leur fierté. Avant, j'étais fier de dire que j'étais d'ici, mais aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes Vieux-Fortiens, vous savez, les femmes restent à l'écart. Elles ont peur. Oui, elles pensent tout de suite crime et violence, donc il faut que les gens retirent ça de leur tête. Avant l'avènement des gangs, Vieux-Fort avait la réputation d'être une terre de champions, berceau de dizaines de gloires locales du football dont certaines ont fait les beaux jours de la sélection nationale. Après le trauma de mars 2023, le stade est resté inutilisé pendant plusieurs mois.
Aujourd'hui, la reprise des entraînements nocturnes ne signifie pas que la situation est définitivement réglée. La réalité ne quitte pas notre esprit à Vieux-Fort. Cela peut arriver à n'importe quel moment parce que ça a été si soudain que les gens se mettent à s'entretuer. Alors on ne sait pas quand ça va se reproduire. Donc on ne se dit pas que tout est terminé. On pense juste, vous savez, c'est calme pour l'instant. Je peux dire que oui, je suis de Vieux-Fort et je n'ai jamais senti ma vie menacée comme l'an dernier. Vous savez, l'année dernière, c'était dangereux pour n'importe qui. Vieux-Fort est donc en convalescence et sa guérison pourrait prendre beaucoup de temps. Mais plus que jamais, ses habitants veulent croire en un avenir pacifié, dans lequel les bandes armées n'auraient plus leur place, et où tout le monde pourrait donc aller et venir sans la moindre crainte dans n'importe quel secteur de la ville. Ça va prendre du temps et demander de la confiance. Les gens vont devoir s'appuyer sur les autorités comme la police qui doit jouer son rôle. Mais en tant que Vieux-Fortien depuis 67 ans, je crois que Vieux-Fort va rebondir. Je suis né, j'ai grandi ici et je ne vais pas partir. Je vais rester au sein de la communauté. Ensemble, nous allons réagir, prier ou que sais-je. Mais on doit faire quelque chose. Ça doit aller mieux. Ou peut c'est ces jeunes hommes qui à ces gangs-là, mais savent ni si poder yo et puis c'est madame yo et puis girlfriend yo et puis moun yo bien puis ou pas ça quoi ou résoudre le problème là. Puis obligé parler seulement avec ces jeunes hommes là. Non. On ne peut pas parler de ces jeunes femmes là qui derrière qui rabaillent aussi partout. J'espère que nous allons parvenir à nous comprendre afin que quelqu'un de Bruceville puisse aller au Mangle. Qu'un membre de gang de Bruceville puisse aller au Mangle, qu'un membre de gang de l'autre côté puisse venir à Bruceville. Ce genre de choses pour que nos jeunes garçons se rassemblent. En attendant la paix durable tant espérée, la trêve observée ces derniers mois permet aux enfants de Bruceville de retourner jouer dehors, en plein air, avec les copains du quartier, parfois à quelques mètres seulement des scènes de crime. Tout l'enjeu est maintenant de parvenir à préserver cette dernière génération de Vieux-Fortiens de l'influence des gangs du quartier par tous les moyens nécessaires. Bonjour, je m'appelle Lily. J'étais en maternelle, mais je passe en primaire. Et je vais vous chanter une petite chanson. Son nom est Zéro, c'est possible. Zero is possible. Come on, zero is possible. Zero is possible in crime. Zero is possible. Zero is possible. Zero is possible doing time. Violence in school should be zero. Criminal activity zero. Once it troubles my conscience, zero. Guilty feelings I don't chant, zero. Not a zero. It's my credo. Thank you, ladies and gentlemen. C'est ici que se referme ce numéro de Caraïbes. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée à toutes et à tous.